Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nous, pour les lecteurs et les spectateurs du Max Cinéma? Alors, je m'appelle Jean-Gaspard Palanicek. Je suis auteur, traducteur, commissaire d'exposition. J'ai longtemps travaillé comme directeur artistique du Centre culturel tchèque à Paris. Et je suis à Rennes en tant que un des conseillers du festival pour toute la programmation tchèque. D'accord. Et donc vous accompagnez aussi pendant ce festival le réalisateur Kadrenka. Oui, oui, oui. Et Bohdan Slama, cet autre réalisateur qui finalement n'a hélas pas pu venir, mais qui est présent par le biais de différents, à distance. Il y a des discussions avec lui en visio. À côté de ce rôle de traducteur, est-ce que vous avez eu le temps de voir un petit peu la programmation de Travelling? Alors pour tout ce qui est programmation tchèque, bien sûr, mais j'espère j'aurai sans doute un peu le temps pendant les derniers jours du festival pour aller voir des films aussi et pas seulement les porter et les accompagner. Et oui, c'est sûr que j'ai repéré certaines choses qui m'intéressent beaucoup, que j'ai envie de revoir en salle. Paradjanov, Grémillon. Donc j'ai hâte de... Surtout, quel plaisir de pouvoir retrouver ces moments de partage avec un public dans les salles obscures. Donc ça, c'est extrêmement agréable, quoi. Alors c'est vrai que pour nous, spectateurs français, on connaît très peu le cinéma tchèque, excepté des grands artistes comme Miloš Forman qui ont été beaucoup traduits et beaucoup montrés. Dans cette programmation, quels seraient les films que vous pourriez nous conseiller? Alors, par où commencer en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un programme qui est éclectique, mais qui est en même temps précieux parce qu'il y a toutes les périodes sont représentées. Euh, à commencer par les films de Jan Krzyżanecki, qui est en fait la première personne à avoir fait des films en pays tchèque, ce qui est là quelque chose de très rare qu'on ne voit presque jamais en France. Mais si je devais citer, disons, trois films, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à voir. Et à dessein, je ne vais pas choisir les cinéastes les plus connus pour vous faire découvrir des choses peut-être un peu moins familières. Alors, en dehors de la chronologie, euh, un film des années 60, un film de la nouvelle vague, et j'ai envie de mettre en avant Éclairage intime d'Evan Passel. Passel, c'était un des... On connaît Forman, on connaît Les Amours d'une blonde, mais en fait, les films tchèques de Forman, même si c'est lui qui, au générique, signe la réalisation, ce sont des films de trois personnes, Forman, Evan Passel et Jaroslav Papoušek. Forman étant sans doute une force qui va, qui a cette attention pour l'anecdote absurde, qu'il va utiliser pour dresser un miroir à la société et à la bêtise humaine. Papoušek, lui, a quelque chose c'est le trublion des trois, c'est quelque chose on est dans un humour qui est plus burlesque peut-être, sachant qu'en fait le burlesque en pays tchèque, il n'y a pas de distinction entre le bas et le haut, ou en tous les cas pas aussi nette qu'en France, quoi. On voit ça si vous connaissez ou si vous regardez les textes de Bohumil Hrabal, cet écrivain souvent adapté par Menzel et par d'autres. Train étroitement surveillé, c'est adapté d'un roman de Hrabal. On se rend compte qu'en fait, il mélange allègrement scatologie, langage populaire avec niveau de langue élevé. Et j'en parle parce que justement ce cinéma tchèque avec beaucoup d'humour en fait et parfois des choses très proches de la vie quotidienne, c'est un vrai tremplin vers la réflexion et parfois vers la métaphysique. Papoušek, il a cet aspect-là. Et entre les trois, il y a Evan Passel, qui lui est sans doute le poète du trio. Et Éclairage intime, c'est alors ce qu'on imagine pour les films de la nouvelle vague, tournés en extérieur avec des acteurs non professionnels pour la plupart. Il n'y a pratiquement pas d'action. Enfin, deux anciens copains du conservatoire qui se retrouvent pour un week-end à l'occasion d'un concert qu'ils doivent donner, mais ce n'est pas le concert qui est filmé, ce sont leurs réminiscences, leurs espoirs peut-être déçus ou peut-être dont ils se bercent d'illusions. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant
aussi par rapport à cette présence de la musique. La plupart des acteurs qui font de la musique dans le film sont de vrais musiciens. Et du coup, il y a cette parallèle entre l'être en commun, l'être ensemble quand on fait de la musique, et l'être ensemble dans toute société. Un petit bijou de cette période-là. Éclairage intime. Pour un deuxième film, en fait, n'importe lequel des 3 films de Václav Kadanka, qui est donc un réalisateur tout à fait contemporain, avec un cinéma qui est très différent et c'est une voix vraiment originale dans le contexte du cinéma tchèque, un cinéma, je dirais, bressonien, contemplatif, qui cherche est extrêmement visuel. C'est ça qui, en fait, c'est ça que j'aime tellement dans son cinéma, c'est que c'est un cinéma où les images et les images en contraste avec le son nous parlent peut-être plus que les mots. Et après tout, pour moi, le cinéma, c'est pas du théâtre filmé, c'est ça. C'est en fait un langage visuel, sonore. Et c'est là un cinéma très, très, très touchant, très profond. Donc, 80 lettres, Le Petit Croisé, Rapport sur le sauvetage d'un mort, n'importe lequel des 3, c'est phénoménal. Et un troisième, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le cinéma d'animation tchèque. Et là, il y a l'embarras du choix. Il y a bien sûr les classiques, Tanka, Brdečka, mais j'ai peut-être envie de mettre en avant Ma famille afghane de Michaela Pavlátova, qui est une des grandes dames de l'animation tchèque contemporaine, qui a eu des prix à Cannes, à Annecy pour ses courts-métrages. Mais là, c'est un long-métrage qui donc décrit une histoire d'amour entre une Tchèque et un Afghan. Nous sommes vraiment dans l'actualité. Et c'est un film à la fois politique et simple et touchant. Merci beaucoup. Par rapport à cette nouvelle vague tchèque dont vous décrivez avec certains des films préconisés, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec la nouvelle vague française. C'est 2 cinémas qui sont radicalement différents ou très différents, dans le sens où la nouvelle vague tchèque, pour ce qu'on en a vu au sein de la programmation, c'est un cinéma qui est très en plein d'images, de symboles, qui est très érotisé aussi. Et là, je pense particulièrement à Menzel et le début de la nouvelle vague. Et ça peut paraître quelque peu étonnant par rapport à l'époque où ils étaient filmés et le régime dans lequel ces films étaient filmés. Étonnant, oui et non. Oui, dans le sens où, en effet, les circonstances ont fait que cette décennie, c'est un peu une décennie unique, parce que c'est une histoire connue. Après la mort de Staline, très progressivement s'installe un dégel politique en Tchécoslovaquie. Après la mort de Staline et après les événements en Pologne et en Hongrie en 1956, il y a quelque chose qui se débloque petit à petit. Et il y a, donc ça c'est un élément. Deuxième élément, il y a des considérations purement économiques. En fait, comme il n'y a pas beaucoup d'échanges Est-Ouest, logiquement, du fait du rideau de fer, curieusement, le cinéma, c'est un moyen de faire entrer des devises dans le bloc de l'Est. Et c'est assez peu connu, mais c'est passionnant, toute une série de coproductions Est-Ouest, tenues secrètes, bien sûr, de la population, parce que c'est complètement absurde, mais qui permettent de faire venir des entrées d'argent de l'extérieur. Je pense à cette série de films de Tom et Jerry, produits et animés par des Tchèques, dirigés par le réalisateur américain Gene Deitch, qui est à Prague pour ça. Évidemment, personne en Tchécoslovaquie n'était au courant. Je pense à La Planète Sauvage, le film de René Laloux, qui est aussi réalisé en Tchécoslovaquie, animé par des Tchèques. Et la vente des films tchèques à l'Ouest, c'est aussi une entrée d'argent. Donc en fait, les succès internationaux au festival, d'abord des longs métrages d'animation de Tanka, de Zeman, et puis de ces jeunes réalisateurs dont le régime s'embarrasse un peu, mais qui arrange le régime pour ces raisons-là. C'est un autre élément qui explique en fait comment ces films qui sont tout à coup une espèce de bouffée d'air frais ont pu être tolérés pendant quelques années. Il
il y a un effet générationnel, ça c'est ce qui correspond à la nouvelle vague, aux nouvelles vagues françaises, japonaises, etc. Mais en même temps, le fait que ça ait eu lieu dans ce régime totalitaire, que chacun de ces films ait eu d'abord à détourner la censure, c'est ça qui en fait explique pourquoi souvent les choses sont dites de façon détournée, symbolique. Et donc en fait c'est ça qui donne en fait ce charme poétique entre les lignes, aussi cette présence forte de l'humour. Voilà, je ne suis peut-être pas complètement sérieux, mais je suis peut-être complètement sérieux quand même. Donc voilà un peu le contexte. D'accord, merci beaucoup. Par rapport à ça, je pense aussi aux Petites Marguerites, qui est passé dans le cadre du festival. Film qui a par contre, lui, été bridé par la censure. Est-ce que vous auriez des éléments de contexte sur ce film ou sur la réalisatrice ? Alors, Les Petites Marguerites, c'est un peu un ovni. C'est un film magnifique, bien sûr, très expérimental, qui essaie de renouer de plein pied avec les esthétiques des avant-gardes, bien sûr complètement tabou et considéré comme un art dégénéré par le régime. Et donc, film de Věra Chytilová, qui est un peu la grande dame du cinéma tchèque, personnalité très forte, exubérante, colérique, qui a très vite compris qu'en fait les apparatchiks ont peur des femmes hystériques, et qui elle-même était très pleine de fougue, mais qui a souvent en fait exprès accentué ce côté-là pour faire peur aux censeurs. Et donc il y a cette personnalité-là. Il y a à côté son mari à l'époque, le chef opérateur Jaroslav Kučera, qui apporte toute cette part d'expérimentation, de surimposition d'images, de jeu avec une alternance de couleurs, noir et blanc, plan monochrome, un montage complètement halluciné. Et il y a deux autres personnalités derrière. D'une part, Esther Krumbachová, qui est beaucoup moins connue en France, mais qui était aussi une des grandes personnalités de la Nouvelle Vague, qui a fait les costumes de ce film, des costumes très pop, qui ne cessent en fait régulièrement. On voit des gens qui disent « Oh, j'ai adoré ce film, j'ai découvert ce film, je vais me faire des robes comme les deux filles du film ». Et Krumbachová, qui a aussi souvent en fait participé à différents scénarios de cette période. Et une dernière personnalité derrière, Pavel Juráček, pareil, qu'on connaît un peu moins en France, mais dont on connaît les films. Il y a quelques années, on a pu voir en France en salle le film de science-fiction Ikaria XB1, dont il est le scénariste. Au festival, il y a un court-métrage de lui, Joseph Kilian, qui est, je pense, réédité en DVD bientôt par Malavida Film, dans le cadre de Malavida Film, qui a cette formidable collection de films tchèques. En fait, la plus grande collection de films tchèques en dehors de République tchèque. C'est tout à fait, quelque part, c'est ma fierté de franco-tchèque de voir que c'est en France que ça a lieu. Et donc c'est ce cocktail en fait détonnant d'expérimentation formelle, visuelle, très avant-gardiste, et en même temps, sur le fond, d'attaque frontale de toutes les conventions sociales, conventions sexuelles. Et alors, le film n'a pas tout de suite été interdit, même s'il a beaucoup embarrassé le régime. Mais le régime a ensuite fait mener la vie dure à la réalisatrice après 68, après l'écrasement du printemps de Prague. Finalement, le film n'est peut-être pas le film n'est pas une attaque frontale au régime. Cela n'aurait sans doute pas été possible d'ailleurs au moment où il est tourné. La censure ne tombe que pendant 6 mois en 68. Ce film-là précède cette période-là. Mais il est tellement exubérant formellement. Et la personnalité de la réalisatrice est tellement forte et tellement elle fait peur que oui, c'est un des films qui a été longtemps invisible en Tchécoslovaquie. Alors vous parlez de Malavida, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de Malavida dans la restauration des films de patrimoine ou la diffusion de ces films-là en France ? Alors, en ce qui concerne la restauration, je préfère ne pas m'aventurer. C'est à eux de dire ce volet-là. Mais ce que je peux dire avec mon regard extérieur,
c'est que moi je trouve que leur travail est absolument formidable. Pas seulement pour le cinéma tchèque, ils font un travail de défrichage de cinéma polonais, hongrois. Ils ont travaillé sur Bo Widerberg, sur des cinéastes qui sont de vrais cinéastes, des vrais auteurs. Un cinéma extrêmement original et qui en fait est assez peu visible. Donc c'est extrêmement précieux. Et pour le cinéma tchèque, qui est quand même un des cinémas vraiment mis en avant par Malavida Film, il y a là, je ne sais plus exactement, 30-40 films édités, une grande partie distribuée en salle, accompagnés avec des textes critiques, des réflexions écrites exprès, mais aussi des entretiens d'époque avec les réalisateurs. Et on a alors leur collection se concentre principalement sur les années 60, c'est-à-dire sur la grande période une des grandes périodes du cinéma tchèque. Une grande partie des cinéastes de la nouvelle vague, Menzel bien sûr, Forman, mais aussi les moins connus justement, Němec, Juráček, mais il déborde un peu sur les cinéastes de la génération qui a précédé, qui a inspiré ou dont les jeunes de la nouvelle vague se sont démarqués, mais il y a eu un phénomène d'émulation quand on a vu ces jeunes qui tout à coup essayaient de rendre à l'homme son humanité dans ce contexte de langue de bois du régime. Les anciens, entre guillemets, se sont mis à faire ah ben non, on va pas se laisser faire, il faut qu'on fasse des choses bien nous aussi. Et y compris des réalisateurs mineurs, réalisateurs de films de genre. Tout à coup, il y a eu des films de genre, des comédies, des films policiers, ou des films de science-fiction qui ont une très 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 grande qualité. Et donc dans cette collection, on trouve quelques films comme cela, dont certains sont aussi au Festival Travelling. Je pense à Qui veut tuer Jessie de Worlicek, qui est un film complètement dingue où des personnages de BD, à l'aide d'une machine, sortent des pages des magazines, évoluent parmi les acteurs, avec cet aspect un peu cocasse qu'ils ne parlent pas mais s'expriment à travers des bulles, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils se tournent vers la personne avec qui ils parlent pour que cette personne puisse lire ce qu'il y a dans la bulle. Et voilà, donc il y a cette espèce de bouillonnement et cette collection, et qui dépasse ensuite un peu sur les années 70, je vous invite à piocher dedans parce que tout est à voir. Ouais, dans les curiosités, il y a aussi de vraies curiosités, l'incinérateur de cadavres, les conspirateurs de plaisir, que moi j'ai eu le plaisir de voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Au festival, oui. L'incinérateur des cadavres, il est dans la collection tchèque de Malavida. Alors ça, c'est vraiment un des grands classiques de cette période. Un film de Juraj Herz, qui est d'origine slovaque, puisque là, à l'époque c'est la Tchécoslovaquie. Il y a des contacts entre les deux, même si le cinéma tchèque et le cinéma slovaque sont un peu séparés à l'époque. Mais Herz, lui, il est à Prague. Il est un peu différent dans le sens qu'il commence au théâtre, attiré par une esthétique surréaliste, ce qu'on voit dans ce film. Le film est adapté d'un roman de Ladislav Fuchs, mais l'intérêt du film, qui est en fait une étude sur la banalité du mal, comment une personne ordinaire, banale, peut se laisser séduire par une idéologie et se mettre à son service. Dans le film, il s'agit du nazisme, et le personnage central est un employé d'un crématorium, une personne tout à fait anodine et en apparence inintéressante, et on voit tout le film, c'est ce que lui voit, ce que lui perçoit, et comment il est amené à se prendre de passion pour l'idée de génocide. Mais je pense que, outre l'aspect formel de ce film qui joue de façon très intéressante sur la vision subjective de ce personnage, avec des angles de prise de vue très particuliers, ou des passages d'une scène à l'autre qui sont complètement fluides. On pense être dans une scène, on entend des dialogues qui en fait appartiennent déjà à la scène suivante, et la transition se fait vraiment comme au niveau des pensées subjectives de la personne. Mais évidemment, le sujet du film est très,
tout simplement est complètement d'actualité. Je veux dire, peut-être même encore plus d'actualité aujourd'hui que dans les années 60. Je veux dire, comment dire, perte de critères, cette idée que chaque opinion se vaut, voilà, c'est quelque chose qui nous interpelle. Ce qui est fort, c'est que le réalisateur lui-même a survécu à 3 camps de concentration, dont Auschwitz. Alors dans son enfance, oui, bien sûr, il a eu cette expérience-là, oui. Et c'est peut-être un peu cette jeunesse, cette enfance et cette jeunesse très difficile qui lui donne ce ton grinçant, à la fois très drôle et à la fois très rentre-dedans, quoi. Et donc les conspirateurs du plaisir, on en parle un petit peu quand même, c'est un film tactile qui mêle le toucher au cinéma. Alors oui, Les Conspirateurs du plaisir, c'est un des longs métrages de Jan Schwankmajer, qui quand même est bien connu en France. Ces courts-métrages ont été édités en DVD, ces films sont régulièrement montrés et remontrés. On se souviendra sans doute de ce magnifique long-métrage Alice, qui est une adaptation très libre de Alice au Pays des Merveilles. Les Conspirateurs du plaisir, c'est peut-être un de ces films un peu moins connus, mais tout à fait intéressant. Alors Schwankmajer est aussi, et pas seulement un réalisateur, un réalisateur de films d'animation, mais c'est aussi un artiste, et c'est un artiste qui a mené une réflexion tout à fait intéressante sur l'art tactile. Il a tout un livre là-dessus qui est passionnant. Je souhaite vraiment que ce livre soit traduit en français un jour. Il a des œuvres, pour vous donner une idée, imaginez un cadre dans lequel sont agencés des objets, et le tout est recouvert d'une toile. Donc vous arrivez dans un musée et vous voyez au mur un espèce de truc noir en tissu avec un trou pour passer la main dedans, et l'on découvre l'œuvre au toucher, sans rien voir. Et donc tout fonctionne par association de sensations. Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est piquant? Quelle forme ça a? Est-ce que c'est rond, carré, angulaire? Et évidemment, cela fait fonctionner l'imagination, mais d'une façon complètement différente que ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire on est quand même extrêmement dépendant de notre sens de la vue, dans une certaine mesure aussi de l'ouïe, mais un tout petit peu du goût et du parfum, mais déjà beaucoup, beaucoup moins. Et finalement, le toucher, c'est le sens le plus laissé de côté. Et les Conspirateurs du plaisir, en fait, partent de certaines des œuvres tactiles de Schwankmajer pour un film cyclique, un film sur l'obsession de quelle est la place du corps, c'est-à-dire de notre présence au monde, comment percevoir le monde de façon sensuelle, tactile. Alors ce sont souvent des obsessions érotiques, mais évidemment le tactilisme, l'érotisme, c'est notre première façon d'être au monde. Lorsqu'on n'est pas primairement visuel, on est d'abord tactile. Il y a aussi cette obsession du bricolage, qui est quelque chose d'assez typiquement tchèque aussi. Je vais faire une parallèle. On imagine Prague avec cette ville où il y a énormément de styles architecturaux, et notamment ce baroque centre-européen tout à fait attachant, très différent du baroque français qui tire la corde du classicisme, mais aussi très différent du baroque italien et espagnol qui a cette pompe, ces ors, ces marbres, alors qu'à Prague on combine les ors avec le bois. Donc il y a quelque chose de très élevé avec quelque chose de très simple. Et voilà, Les Conspirateurs du plaisir et l'esthétique de Schwankmajer, outre ce côté physique, corporel, des gros plans de bouche, des sons de mastication, des choses qui vraiment attaquent les sens et réveillent les sens du spectateur, il y a ce côté psychique et très terre-à-terre, qui, je crois, est typiquement tchèque. Et là encore, on retrouve aussi ce ton... on sait pas s'il faut en rire ou pas, ou si c'est sérieux. Donc c'est un film sur l'addiction et c'est le fantasme, mais ce qui nous est donné à voir est drôle, mais on se demande vraiment si l'intention était là. Je pense que c'est évidemment oui, c'est les deux. Il y a toute une réflexion qui est sérieuse, mais en même temps, Schwankmajer, et c'est je pense propre
à son approche son vécu du surréalisme, il s'agit pour lui d'attaquer l'essence, et le rire, c'est aussi une réaction complètement spontanée, sachant que on rit parfois pour se défendre lorsqu'on a peur, lorsqu'on est embarrassé, on rit parfois pendant l'orgasme. Le rire est vraiment à toutes sortes d'ambivalences, et donc toutes ces positions-là sont valables. Et pour terminer cet entretien fort intéressant, je voudrais poser une question à la fois de l'ordre du cinéma, mais aussi un petit peu politique. Donc là, on est à un festival sur Prague, mais qui donc du coup fait la part belle avant 93 au cinéma tchécoslovaque, et après 93, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 93, au cinéma tchèque. Est-ce que dans le cinéma depuis 93 tchèque, est-ce qu'il y a une aspiration à revenir vers quelque chose de l'ordre de l'union avec la Slovaquie, ou l'apaisement, ou est-ce qu'il y a quelque chose, ou est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une frontière aussi à ce niveau-là entre les deux cinémas? En fait, alors, quelques jalons juste pour comprendre un peu le contexte et la raison de cette séparation. En fait, pour comprendre cela, il faut retourner en arrière à la fin de la Première Guerre mondiale et comprendre la raison de cette union. L'idée des États-nations, c'est une idée quand même très récente, début 19e, enfin voilà, à la suite, en réaction aux Lumières peut-être, en partie, mais donc c'est quelque chose de récent. Avant cela, la question ne se pose pas. On vient du lieu où l'on est né, et c'est ce lieu, en tous les cas en Bohème, ça pouvait être un lieu multilinguistique. On pouvait avoir des voisins germanophones, c'était complètement normal. Et donc en fait, lorsque l'Empire autrichien, l'Empire des Habsbourg, l'Autriche-Hongrie à la fin du 19e et pendant la Première Guerre mondiale se disloquent à la fin de la guerre, je vais dire ça de façon très simple et peut-être un peu simpliste, mais il y a, pour justifier de la création d'un nouvel État, on se base sur cette idée de nationalité, de langue. En Bohème, il y a une très forte minorité allemande. Donc justifier la création d'une république tchèque est compliqué, parce que oui, mais voilà, c'est le tchèque ou c'est l'allemand, où est-ce qu'on trace les frontières? Les Slovaques ont le même problème, il y a une forte minorité hongroise. Est-ce qu'on fait donc on fait un pays factice, la Tchécoslovaquie. Donc il y a une majorité de Tchécoslovaques par rapport aux populations germanophones et hungarophones. Et c'est ainsi que naît la Tchécoslovaquie. Donc c'est un peu artificiel comme pays à la base. Du coup, les Tchèques, qui étaient la région la plus industrialisée par rapport à la Slovaquie, qui est plus rurale, magnifique, ont toujours eu un peu ce côté paternaliste vis-à-vis des Slovaques, et les Slovaques un côté un peu irrité, ce qui fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie se disloque déjà une première fois. Les Tchèques sont indépendants officiellement, mais c'est le protectorat Bohème-Moravie, en fait c'est sous la coupe des nazis. Les Slovaques sont indépendants, mais c'est un État proto-fasciste ou carrément fasciste, allié à Hitler. Bref, les Slovaques ont toujours eu cette volonté de oui mais et nous, on n'est pas des Tchécoslovaques. Et lorsque le régime communiste tombe, la séparation, alors est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Est-ce qu'il y avait des considérations économiques plus importantes côté tchèque, par exemple? Oui, si on se débarrasse de la Slovaquie, finalement, ça nous aide économiquement. Tout cela, il faudrait en discuter. Le fait est que cette séparation, elle se fait à l'amiable. Il n'y a pas de véritable conflit. Et le contact est resté en permanence, naturel, spontané. Et ça se voit aussi au niveau du cinéma. Il y a beaucoup de Slovaques qui viennent étudier à la FAMO. Il y a beaucoup de collaborations. En fait, c'est un peu absurde qu'à un moment, en 93, au début des années 90, alors qu'on est en train d'essayer d'abolir les frontières, de réunir l'Europe dans une communauté supranationale, justement, consciente de nos différences pour mieux être ensemble, là, il y a de nouvelles frontières qui se créent.
mais dans le vivre ensemble ou dans le voisinage de ces deux nations, il n'y a pas vraiment eu de brisure majeure. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour l'invitation et bon festival.